Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Paris Bibolonnaire. Ravi de vous retrouver, et oui, car enfin, le basket parisien est de retour à l'Al Carpentier. La Betclic Elite est revenue ce week-end, et forcément, le Paris Basketball a fait un grand match pour son retour avec sa toute nouvelle équipe, son nouveau coach, ses nouveaux joueurs. On a eu du joli spectacle. La JDA Dijon s'est déplacée donc à la Al Carpentier et a subi les foudres d'une équipe. Vraiment, on a été plutôt choqués, je pense assez unanimement, que ce soit nous, que ce soit les supporters, tous ceux qui étaient devant le match. Le Paris Basketball, je vous ai pas donné le score, a gagné 81-64, un match à sens unique où les Dijonnais n'ont mené qu'une seule des 40 minutes de la rencontre. Paris s'est largement imposé, a même mené jusqu'à 20 points d'écart, mais ça se finit avec 17 d'avance. Seulement 64 points encaissés, une défense qui a été également très bonne. Bref, je vous donne pas tous les détails, mais j'accueille déjà notre chroniqueur du jour, c'est Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Antoine, je vais te redonner la main quasiment tout de suite. On a vu une équipe de Paris. Comment dire? Moi, j'avais vu quelques matchs de prépa. On en avait parlé un peu dans la preview. C'est une équipe qui va montrer son intensité et sa capacité à répondre présent en défense. Antoine, je crois qu'on peut dire que c'est exactement mot pour mot ce qu'on a vu cet après-midi à la Carpentier. Je crois qu'on peut dire que tu nous avais pas menti. T'avais bien ciblé l'image qu'allait rendre ce Paris Basketball-là, parce qu'on l'a vu tout de suite. Vraiment, je pense que les fans de basket, les fans du Paris Basketball, les curieux qui ont pu assister à ce match, que ce soit de loin ou dans la salle, ont pris énormément de plaisir à voir cette équipe parisienne jouer. C'est une équipe parisienne qui a vraiment étouffé l'adversaire. Quand tu passes de la saison dernière à cette année, déjà vraiment en quelques minutes, tu te rends compte qu'il y a une intensité, il y a une volonté de défendre dur chaque possession, chaque passe adverse, chaque pick qui est vraiment folle, et surtout sur 40 minutes. On a vu une équipe parisienne qui ne lâchait absolument pas jusqu'à la dernière seconde, à tenter de vraiment presser, déranger, gêner. On peut utiliser tous les synonymes qu'on veut pour définir le jeu défensif du Paris Basketball sur cette rencontre. Et de ce jeu défensif-là, on va en venir tout au long de cette émission. Voilà, un jeu offensif et collectif et s'est mis en place aussi. Mais voilà, si on reste dans l'aspect intensité, c'était extrêmement oppressant. C'est-à-dire que vraiment, limite, parfois même, on se mettait à la place de l'équipe de Dijon, de se dire, mais ils s'étaient préparés, c'est une équipe professionnelle, c'est une équipe sérieuse, qui a beaucoup d'attentes cette saison, mais est-ce que même elle ne subit pas, elle n'est pas choquée de par l'intensité, la presse proposée par son adversaire du jour, parce que on n'était pas habitué à ça, quoi. Alors, on n'était pas habitué à ça. On avait eu des bribes, j'ai envie de dire, d'une époque lointaine, sous Jean-Christophe Prat, de cette espèce Absolument. de basket plutôt défensif, même si ça pouvait pas changer. Là, on a une identité plutôt claire, en tout cas, qui se dégage après ce premier match. Une envie de défendre, que l'équipe adverse ne puisse pas relancer vite. Même quand un panier est marqué, on a de la presse tout terrain avec, j'ai envie qu'on en parle un petit peu, donc autant le faire maintenant, de Tyson Ward. Antoine, je te laisse en dire un mot sur le ligue américain, qui finit avec 19 d'évaluation. Alors moi, j'étais plutôt proche du parquet avec l'appareil photo. Je l'ai vu avec cette intensité et dans plein d'aspects, en fait, dans sa rencontre, mais j'ai vraiment été choqué de voir son éval à la fin. Parle-nous un peu de son match et justement du rôle qu'il a dans ce côté très impactant que le Paris Basketball a essayé de mettre en place contre Dijon. Très impactant, déjà c'est le poste 3 titulaire, avec Herrera poste 2, c'était ces postes-là, donc voilà, il a commencé titulaire, et tu l'as dit, voilà, une énorme présence, une énergie absolument folle, un jeu sans ballon, vraiment, je pense que toi, proche du terrain, ça devait être quelque chose, mais de loin aussi, d'un aspect un petit peu plus reculé, et en hauteur, c'était extrêmement impressionnant de le voir partout. C'est-à-dire qu'il y a eu des séquences où on le voyait à la remise en jeu de Dijon, donc pour éviter que Dijon relance vite, t'en parlais, et 2 secondes après, à la moindre passe, tu le voyais changer pour aller presser, dès qu'il y avait un switch, pour presser le porteur du ballon. Quand Holston, par exemple, pouvait prendre un tir à 3 points, il venait en aide, donc pour essayer vraiment de déstabiliser le plus possible le tireur. On a vraiment vu un joueur extrêmement présent partout, non-stop, qui fait que 25 minutes, on en parlera. Donc d'un point de vue défensif,
très 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 présent, une espèce d'Iron Man qui court partout, mais qui va pas nulle part. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il court, mais il sait où il va, il comprend les systèmes, il comprend bah, voilà, les switches adverses. On sent vraiment que c'est un joueur qui a travaillé à l'image de toute l'équipe, qui a travaillé son adversaire, donc il comprend les choses et qui va être un petit peu, qui est bien aidé évidemment par ses coéquipiers qui font la même chose, mais là, on est là pour parler de lui. Et même au même moment, bah, de l'autre côté du parquet, quand il faut attaquer, ben, il est présent aussi. Hein. Je regarde un petit peu ses stats, que je me trompe pas. Voilà, il rentre 2 tirs à 3 points, donc il met 14 points aussi. Donc c'est un joueur qui, offensivement, a su apporter. Au rebond, je l'ai souvent vu aussi, que ce soit défensif, donc pour vraiment encore plus peser sur la raquette, sur le secteur intérieur dijonnais, qui a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et même sur les secondes chances, il prend 2 rebonds offensifs et il n'y a pas que lui, mais lui, ça m'a marqué cette énergie qu'il a à se jeter sur les secondes chances, soit pour conclure à l'intérieur, soit pour retrouver un coéquipier qui aura bougé, qui s'est un petit peu démarqué. Il a vraiment fait un match et il a rendu une copie totalement complète des deux côtés du terrain. Et c'est très agréable à regarder ce genre de joueur parce que voilà, c'est pas la star de l'équipe sur cette rencontre-là, c'est pas le joueur clé, la star du film, mais ça a un rôle vraiment super intéressant et le fait que ses coéquipiers jouent bien, ça a bonifié sa performance. Et voilà, comme tu as dit, on était choqués de son éval parce qu'il termine à 19 d'évaluation, ce qui est la deuxième meilleure évaluation de son équipe, et c'est pas démérité. Alors c'est pas démérité, tu cité un petit peu son temps de jeu, 25 minutes. Il fait, partie avec TJ Short des joueurs qui ont le plus joué, 26 et 25. On a globalement, hein, celui qui a le joué le moins, c'est Gauthier Denis, 11 minutes et Leon Kratzer, 15 minutes. Heu, on voit donc, c'est vraiment un changement de paradigme également par rapport à ce qu'on pouvait connaître. On va évidemment beaucoup comparer sur ce début de saison par rapport à ce qu'on connaissait l'année dernière, mais quand tu vois qu'on pouvait avoir du Tyron Wallace sur 40 minutes. Là, alors le match de TJ Short, on en parlera probablement après, mais il fait un match parfait. Donc tu te dis, bah, probablement qu'il va le laisser sur le terrain, mais pas du tout. Il a pas été laissé longtemps sur le terrain et c'est aussi quelque chose qui montre aussi à quel point l'intensité des minutes de chaque joueur est importante en fait dans cette rotation. Je te laisse en parler, Antoine. Le coach en a un petit peu parlé après match, d'une équipe qui peut pas répéter les efforts qui sont demandés sur 35 minutes, sur 30 minutes, et qu'il faut forcément avoir un peu plus de rotation pour permettre à Thomas Cizalo de mettre sa patte vraiment sur ce collectif. C'est vrai que les rotations sont très bien réfléchies et par le coach d'un point de vue large parce que voilà, il l'a dit, quand on veut, atteindre les objectifs globaux en championnat et ailleurs, il faut une rotation large, une profondeur d'effectifs, ce que le Paris Basketball a. Et dans un match, comme tu l'as justement, dit, que pour, répéter des gestes intenses, il faut aussi pouvoir souffler et chaque minute donnée à chaque joueur est faite pour faire souffler l'autre, mais aussi pour que ce joueur-là se mette en avant. Et ça s'est vu en fait vraiment en toutes les 3-4 minutes, il y avait quasiment un changement d'équipe qui se faisait, soit en une fois avec 4 joueurs qui rentraient, 4 joueurs qui sortaient, soit en 2 fois avec 2-3 joueurs qui sortaient. Mais on voyait voilà ce côté, cet effectif malléable avec des joueurs qui savent tous pardon, très bien défendre et qui connaissent évidemment leur rôle, mais et on sent voilà qu'il y a quelque chose de très préparé, de très réfléchi pour une finalité globale, bah, voilà, qui est une intensité, non-stop, quoi. C'est que les joueurs, comme tu l'as dit, ne pourront pas, répéter ces gestes-là sur 35-40 minutes, mais l'effectif global, il pourra parce que tu as cette profondeur d'effectif travaillée où chacun a ses qualités, offensives évidemment, collectives, mais surtout chacun sait ce qu'il faut faire défensivement pour, empêcher l'équipe adverse de déployer son jeu, d'accélérer le rythme, de repartir rapidement, d'enchaîner des runs, courir, ce que Paris subissait beaucoup l'année dernière. Et il y a une mentalité défensive et c'est ça qui est super, super intéressant. Par exemple, vraiment au bout de 6-7 minutes de jeu dans le premier quart-temps, on voyait déjà voilà, Michael Kessens, le capitaine de cette équipe, rentrer aussi, Herrera sortir pour faire rentrer Gauthier Denis. Et il y avait vraiment cette rotation quasiment constante. Après, voilà, il y a eu des rotations qui ont dû être faites parce que Leon Kratzer a fait 2 fautes dans le premier quart-temps face à Vitaly Chikoko. Il a quand même bien embêté sur cette rencontre-là, donc ça peut un petit peu bousculer les plans.
Et ça sera à voir justement au fur et à mesure de la saison, quand il y aura beaucoup de fautes très rapidement, comment cette rotation va pouvoir être retravaillée pour continuer à proposer un jeu d'intensité sans perdre des joueurs rapidement. Mais non, c'est une feuille de stats qui est, enfin, un partage des minutes qui est incroyablement bien fait, quoi. Et c'est super intéressant à regarder. Et au final, chacun, il n'y a pas une mauvaise note, pas de mauvaise copie là-dedans, justement. Tout le monde a pu s'exprimer. Moi, je me permets de poser une question à laquelle j'ai pas la réponse et j'espère que tu l'as. Justement, on voit que Leon Kratzer joue que 15 minutes. Comment Izzalo a du coup essayé de manager un peu sur ce poste 5? Alors, Bondassi a eu des minutes, Michael Kessens a eu des minutes. Toi, donc, tu as plus l'œil global sur le match que moi, là, d'en bas. Comment ça s'est fait pour le poste de pivot, du coup? Parce que j'ai bien aimé cette relation que Kratzer avait avec TJ Shorts, mais derrière, comment ça s'est organisé quand il y a eu ce trouble, le problème de faute Kratzer? Bah, déjà, c'est vrai qu'offensivement, TJ Shorts et Kratzer, leur complémentarité, elle est assez, très intéressante à regarder. Pour répondre à ta question, de ce qu'on a pu voir d'un point de vue un petit peu plus retiré d'en haut, de la salle Carpentier, on a Paris a pu profiter du fait que, Mikael Jantunen a pu un petit peu jouer 4 un 4 qui stretch notamment, ce qui a permis, voilà, à Bandjassi et Michael Kessens d'apporter un petit peu plus de taille, de viande et de physique à l'intérieur. Et ça a posé beaucoup de problèmes à cette équipe dijonnaise. Après, on regarde pareil, Vite Chikoko a joué 21 minutes, donc il a eu beaucoup de mal sur cette rencontre. Et au final, le fait que déjà, donc Kratzer sort, donc ça a pu être un Kessens qui va prendre le poste 5, Banja 6 sur les séquences où il jouait, parce qu'il a joué 8 minutes dans le premier quart-temps. Il a quasiment pas joué du deuxième, voire ne pas joué du tout, si je me trompe pas. Donc ça a beaucoup été Kessens avec Jean Tounen qui peut être un espèce de 4 fuyant, mais qui défend très bien. Et le fait que les lignes arrière, les meneurs, les arrières et même les ailes défendent très bien en amont a aussi facilité le travail des intérieurs ou de l'intérieur qui remplaçait Kratzer quand il n'était pas là. Et encore une fois, voilà, le dynamisme des postes 2-3, comme a pu être un Colin Malcolm, comme a pu être un Tyson Ward, même un Herrera ou même Gauthier Denis, sur des secondes chances, ça a un petit peu fait souffler Kessens, qui aurait pu se prendre un bouillon parce que il tombe face à un joueur comme Chikoko qui est extrêmement reconnu dans la ligue comme étant l'un des meilleurs pivots, si ce n'est le meilleur pivot du championnat ces dernières années. Et ça a permis en fait de ce collectif-là, le pivot un petit peu par intérim de Kratzer sur ce joueur-là a été bien aidé par d'autres. Donc lui a rendu une belle copie, bien aidé par ses coéquipiers. En fait, dans toutes les analyses que tu peux faire, il y a un joueur qui a bien fait son taf, il a été encore meilleur parce que ses coéquipiers l'ont aidé, parce qu'eux ils ont bien fait de leur. Donc c'est très bien ficelé. C'est très bien ficelé. Je te propose, Antoine, qu'on passe sur le joueur sur lequel on fait un focus. On avait un peu cette habitude l'année dernière, on va continuer là-dessus. On va pas faire un focus spécialement sur TJ Short, dont on parlera, allez, en fin de podcast. Mais on voulait parler évidemment, je pense que tout le monde veut aussi que les gens parlent de lui, Nadir Riffi, qui sort une copie mitigée. Alors, on va donner ses stats: 18 points à 6 sur 14 au tir, 2 rebonds offensifs, 1 passe, 4 pertes de balles, 8 d'évaluation. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Il y a eu vraiment cette première mi-temps, pour moi en tout cas de mon côté, une première mi-temps où je trouve il est pas rentré forcément avec les bonnes attitudes, et à la fois, il a été très agressé par la défense de Dijon. Et en deuxième mi-temps, il a changé de cap et il a été vraiment bien plus impactant offensivement. Et il a montré ce pourquoi Paris l'avait pris. Je te laisse y aller sur Nadir Riffi, Antoine. Je partage ton analyse. J'ai trouvé qu'en début de rencontre, Nadir Riffi, qui rentre relativement vite aussi dans la rencontre, je parle en termes de minutes, a été vraiment pressé par la défense dijonnaise. Puis après, au bout d'un moment, quand on voyait voilà, des écrans qui sont mal pris, parce qu'un petit peu mal posés aussi, on voit une première mi-temps assez laborieuse pour le jeune joueur parisien. On s'attendait à le voir peut-être jouer avec TJ Shorts un peu plus en début de match, ça n'a pas été le cas. Donc une première mi-temps où les tirs sont pas forcément là, il garde beaucoup la balle, la défense est très sérieuse sur lui, ce qui l'aide pas beaucoup. Un petit peu, voilà, quelque chose. Il cherchait vraiment à trouver son jeu et à rentrer dans la rencontre. En deuxième quart-temps, pareil, il met ses premiers points sur un tir à 3 points.
et peut-être qu'il la libère un petit peu. D'ailleurs, il faut noter que la salle était vraiment derrière lui. Il y a vraiment eu un très bel accueil de Nadir Rifi. Il y avait une très belle ambiance dans la salle et Nadir Rifi a été très acclamé par le public parisien. Et voilà, au fur et à mesure de la rencontre, notamment dans le deuxième mi-temps, Nadir a été beaucoup plus efficace offensivement par un jeu parisien qui était très axé sur la pénétration, où il a pu faire usage un petit peu de sa technique, de sa capacité à dribbler, à éliminer pour attaquer le cercle et vraiment trouver ses positions. Parce que visiblement, c'est un jeu que les Parisiens ont plutôt bien maîtrisé sur la rencontre, et donc il en a fait partie aussi. Plus, une adresse à 3 points, une aisance, on le sentait plus à l'aise au fur et à mesure de la rencontre, et il a bien corrigé le tir, vraiment. On pensait vraiment que la rencontre de Nadir Hifi allait être compliquée du début à la fin. Alors si la première mi-temps a été compliquée, pas mauvaise, mais compliquée, comme une rentrée, une première journée de championnat, la deuxième, il a vraiment bien rectifié le tir, et comme l'a dit le coach en conférence de presse, enfin, c'est une éponge, donc il apprend, il est là pour apprendre, et il y a une vraie belle pédagogie de la part du coach sur le banc parisien. On l'a vu le corriger, lui apprendre des choses, quitte à lui crier dessus, mais par contre le remettre sur le parquet derrière pour qu'il puisse corriger tout de suite et pas ruminer sur le banc, ce qui est aussi, on peut trouver ça intéressant. Et ça s'est vu qu'au fur et à mesure, il a corrigé le tir, donc c'est gage d'intelligence et de potentiel aussi. Donc au final, au global, belle rencontre. Il faudra peut-être mieux commencer les matchs, mais c'est une copie correcte. Une copie correcte. Moi, j'ai envie de dire aussi moi, j'ai pas forcément. Bah, il y a eu ce run dans le troisième, quatrième quart-temps où il est vraiment efficace en attaque, où il trouve des positions où, parce qu'on en parlait en off en rentrant de la salle, je trouvais que quand il était lancé sur des espèces de demi-transitions, fausses transitions, où c'est là où il déstabilisait une défense qui n'était pas forcément attentive et placée pour le défendre, comme on le voyait en fait en première mi-temps. Maintenant, pour moi, il y a un point plutôt essentiel, et ça va aller vers TJ Short, c'est justement que je trouvais que Mmh, ça clique pas encore entre, TJ Short et Nadir Heffy. C'est ce qu'on avait plus ou moins vu en prépa déjà. Les 2 joueurs sont, alors il y a eu des séquences ensemble, mais assez peu finalement, et c'est pas forcément les séquences où on les a trouvés les plus, les mieux tous les 2 en fait, collectivement et individuellement. Je leur demande à voir un peu plus, un peu plus tard dans la saison, quand on aura vu quelques matchs, et qu'ils auront eu une base de travail plus longue entre les deux, parce que voilà, moi je trouve que c'est un petit peu dans les points à travailler que je trouve assez évident, c'est c'est la cohérence entre les deux. Euh, et puis bah donc, on finit quand même par parler un petit peu de TJ Short, Antoine, parce que allez, de très loin, c'est l'homme du match. Offensivement, Oui, oui. tu comprends pourquoi c'était le meilleur marqueur du championnat d'Allemagne, pourquoi il a été MVP de la BCL, pourquoi il a été MVP des finales de la BCL, blablabla. Heu, on a en fait, sur le moment où il y a des moments où on attaque, il y avait un peu de c'était un peu compliqué pour faire tourner la balle, pour trouver des solutions, et tu lui donnes le ballon et il va marquer. Et il décide vraiment, lui, d'aller marquer, mais il joue très juste, il ne force pas de tir, il prend 4 tirs de moins que Nadir Hiffi, par exemple, et il est à 7 sur 9 à 2 points, il rentre pas le seul tir à 3 points qu'il tente, et franchement, le niveau de ce garçon, pour moi, là, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est OK, j'avais vu des images, j'avais vu à quel point il avait des qualités fortes, notamment offensives, mais alors là, il fait un match propre, il a fait le match qui était demandé, et sans trop forcer, il perd qu'un ballon, 5 passes D. Antoine, je te laisse un peu en parler de la prestation de notre bon ami TJ Short. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'y ai même pas pensé en ressassant le match, même pendant le match, à me dire, il force un tir ou il force pas de tir, justement, même ne serait-ce que constater qu'il force pas de tir, parce qu'on était souvent habitué à avoir des joueurs qui forçaient beaucoup, l'année dernière notamment. Et là, voilà, on a un joueur simple, talentueux, simple, comme tu dis, ça arrive pas à marquer, il va prendre la balle, il va décider de marquer. Même en off, on en parlait avec toi, et c'est vrai que tu disais, c'est un gaucher, mais qui va pénétrer à l'intérieur et qui va finir main droite, mais avec une facilité. Franchement, c'est beau à regarder, c'est simple, c'est lisse, et tu confiance en fait quand il a la balle en main. Après, on verra, là, on parle de ce match-là, on verra. Peut-être que cette confiance-là sera totale au fur et à mesure de la saison, et dans 10 matchs, on pourra dire la même chose, et on espère.
Mais sur cette rencontre-là, quand il a la balle, tu as confiance parce que tu sais qu'il va pas faire de folie. Il connaît ses coéquipiers. On a pu citer Leon Kratzer, il a des lieutenants autour, plus les autres recrues qui ne sont pas issus de Beaune, qui aussi se greffent dans ce moule Paris Basketball de cette année. Ce qui fait qu'en fait, même autour de lui, tu sais qu'il va trouver la solution parce qu'il comprend ses coéquipiers et offensivement, techniquement, c'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est beau à regarder. Il fait une prestation d'une propreté vraiment remarquable. Il provoque 6 fautes aussi parce que c'est un enfer pour les joueurs adverses. Il y a un moment où vraiment il fait la classique, le pic de l'intérieur, il prend le pic, il prend l'écran et il va terminer à l'intérieur. Vraiment une action digne des joueurs rookies sur Touquet et des joueurs en mode rookie, hein, pas lui. Hein. Et c'est d'une facilité. Et il le fait 3 fois de suite face à une équipe dijonnaise qui n'arrive pas à régler le problème. Et il obtient même pas de faute. Il obtient même pas de faute. Et après, il obtient des fautes. Il obtient N1 à un moment dans le troisième quart-temps, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un jeu qui est en plus assez varié. Tu vois qu'il a du shoot, il peut tirer de loin, il peut attaquer à l'intérieur, je viens de le dire, il peut aussi créer de l'espace pour ses coéquipiers. Il défend aussi, à l'image de cette équipe sur cette rencontre, de manière très sérieuse, très rigoureuse. Donc non, franchement, là, si on pourrait résumer sa prestation, 23 d'évaluation, la meilleure, c'est encore, parce que tu en redemandes en fait. Quand c'est aussi bien fait de manière si simple, t'en redemandes, t'en veux de plus en plus. Ouais, bah, on en redemande justement, on en redemande. Le prochain match pour le Paris Basketball va arriver plutôt vite parce que maintenant, bah, évidemment, ça va s'enchaîner, hein. Le début de saison est enfin lancé. Ce sera un déplacement du côté de Saint-Quentin samedi à 18h30. On y sera et on fera vivre le match depuis là-bas. Pour les espoirs, ils n'ont pas joué ce week-end. Ils vont jouer plutôt mardi. Le match a été décalé, un mardi soir 19h à la Carpentier. Petit point blessure que j'ai complètement zappé de faire dans ce podcast. On a donc 2 blessés du côté du Paris Basketball qui ont pas joué, vous avez bien vu, Enzo Charvin Enzo Charvin pardon et Mohamed Diawara. Alors Enzo se remet d'une blessure au poignet qu'il a contractée en début de prépa. C'est pour ça qu'il a pas joué du tout en gros, hein, de la préparation. Il est encore en entraînement individuel, mais il revient doucement. Pour Mohamed Diawara, par contre, c'est une entorse à la cheville qui va l'éloigner des terrains à peu près de 2 semaines, qui s'est faite là très récemment entre mercredi et le jour du match. Donc pas de Mohamed Diawara tout de suite pour ceux qui l'attendaient. Nous, on se retrouvera donc bah, samedi pour le débrief du match contre Saint-Quentin. Vous avez l'interview de Gauthier Denis au Mediadeck qui est sortie. Il y en aura deux autres qui vont sortir plus tard dans la semaine avec Michael Kessens et Michael Yantunen pour découvrir un petit peu bah, voilà, le nouveau capitaine du Paris Basketball, le dernier arrivé de l'effectif parisien qui s'est vachement bien acclimaté, il faut le dire, avec une belle prestation Oui, aujourd'hui. c'est vrai, très vrai. Voilà, et donc ben, nous, on va se retrouver pour le prochain podcast la semaine prochaine. Prenez soin de vous et on se dit donc à très bientôt. Merci, à ciao. Salut!